Retour sur ce plateau et nous allons retrouver nos deux débatteurs. Il s'agit de Stéphane et de Hugues Hector. Bonjour Stéphane, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Carole, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin en plateau. Alors, bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Stéphane, bonjour aux téléspectateurs, bonjour également aux auditeurs de Diaspora FM et aux internautes en ligne. Heureuse de te retrouver. Le plaisir, il est partagé. Vous êtes très bien habillée, Carole. Merci. Alors, nous allons démarrer avec le tout premier sujet. Meeting à Atiémé. Le député Léon Arossi déclare son soutien au candidat Wadani. Le député Léon Arossi déclare son soutien au candidat Wadani. Alors, je vais démarrer par vous. Stéphane, on sait que l'homme l'avait déjà fait une première fois aux premières heures de la désignation de Wadani comme candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026. Aujourd'hui, il le réitère lors d'un grand meeting. Alors, quelle lecture en faire? Oui, merci pour la question. Je pense que l'honorable Basile Arossi s'est toujours révélé ou démontré comme un homme de conviction qui ne sait pas cacher ses idées. D'ailleurs, il l'avait déjà démontré lors de ce vote du budget au cours duquel les députés de sa formation politique, le parti LD, avaient voté contre et lui, il avait décidé de voter pour parce qu'il avait estimé que les préoccupations qui étaient les leurs avaient été déjà prises en compte et donc il n'y avait pas de raison fondamentale pour lui de s'opposer à ce budget-là. Et donc, à travers ce geste, le député Basile Arossi avait déjà donné la preuve que c'est un homme d'objectivité qui sait là où il va. Et c'était déjà pour moi des signes avant-coureurs de ce que ce n'est pas quelqu'un qui se laissait manipuler au gré des circonstances, mais qui reste droit dans ses bottes lorsqu'il a une forte conviction pour faire quelque chose. Et lorsque le candidat Romuald Wadayi avait été désigné par la majorité présidentielle, il n'a pas hésité à exprimer clairement sa position pour dire que son cœur était avec Romuald Wadayi, même si sa tête restait entière avec le parti Les Démocrates. Et j'ai trouvé ça très honnête politiquement, très honnête intellectuellement et très sage dans sa posture. Et donc, il n'a pas essayé de jouer avec sa conscience. Vous allez constater que quand il l'a dit, il avait remis son parrainage en termes clairs. Il n'a pas joué sur la vie du parti, mais il a estimé que son cœur était avec Romuald Wadayi. Donc, ce qu'il vient de faire ce week-end-là n'est que la conséquence logique de ce qu'il avait déjà annoncé. Et pour moi, je pense que à un moment donné, lorsque vous avez des convictions, il faut pouvoir clairement prendre une position juste. Et on ne va pas dire que le député Basile Arossi a fait un revirement ou un retournement de veste. Parce que, vous savez, je vais faire peut-être une réflexion qu'on pourrait taxer de régionaliste, je l'assume, mais je pense que cela fait partie certainement des raisons qui ont poussé Basile Arossi à rester derrière le candidat. Parce que, vous savez, depuis fort longtemps, cette région a toujours voulu avoir un président. Et vous savez, tout ce qui a été fait par Amosou Bello pour être président, et pourtant ça n'a pas marché. Et donc, avoir un fils du grand mono, être dans cette posture-là, c'est déjà une grande chance. Quand vous prenez quelqu'un comme Andoche Amaïsé, qui s'est tout le temps opposé au président Patrice Talon, mais qui
à la faveur de cette désignation, s'est aligné vers Romuald Wadayi. Moi, je pense que la première idée qui se cache derrière, c'est d'abord, c'est notre fils. C'est un de nos fils. Du coup, on doit le soutenir. Du coup, on doit le soutenir. Et je pense que l'honorable Basile Arrossi s'est inscrit d'une certaine manière dans cette logique-là. Ensuite, je trouve que cette candidature de Romuald Wadayi a de quoi susciter une large adhésion dans la mesure où, même si les siens pensent qu'il est un des leurs, ils pensent également que c'est quand même quelqu'un qui peut faire le job. Donc, au-delà d'être un de leurs fils, c'est quand même quelqu'un qui peut faire le job. Et vous allez voir que dans son discours, l'honorable a été clair. Il dit que, écoutez, nous allons soutenir cette candidature-là, mais à eux de nous prouver si oui ou non, nous allons rester avec eux jusqu'à la fin. Cela veut dire qu'il donne sa caution morale, il accepte soutenir, mais il ne donne pas la garantie qu'il va soutenir le candidat après son élection. Il dit que Wadayi n'est pas Talon et Talon n'est pas Wadayi. Il l'a dit clairement dans son discours. Du coup, il ne voit pas les deux. En fait, son opposition peut-être à Talon ne signifie pas une opposition à Wadayi. Donc, il décide de soutenir Wadayi parce que c'est la personne de Wadayi qu'il considère, c'est la qualité de Wadayi qu'il considère, c'est la vision de Wadayi qu'il considère, quitte à ce qu'après son élection, si Wadayi pose des pas où il ne se retrouve plus dans cette logique, quitte à lui délibérément de décider de ne plus le soutenir. Mais pour le moment, il décide de le soutenir et je pense que ce n'est pas un retournement de veste, mais une analyse objective de la situation politique de notre pays actuel. Alors, Hugues Hector Zogo, je vous poserai autrement la question. Dites-moi, quel message politique fort que transmet l'honorable Arrossi à travers cette nouvelle déclaration et au cours d'un géant meeting? Je vais commencer par dire qu'il n'y a pas eu de cette sortie, pour moi, n'a pas de valeur à connotation politique. Parce que quand on s'intéresse un peu à qui est l'honorable Basile Arrossi, les relations qui le lient au ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération, Romuald Wadayi, qui est aujourd'hui le choix de la majorité présidentielle, on se rend compte que c'est une relation de père à fils. Parce que, de par le passé, l'honorable Basile Arrossi a énormément travaillé avec le père au ministre d'État actuel, je vais me nommer Feu Nestor Wadayi, paix à son âme, qui nous a quittés le 3 septembre 2021 dernier. Le parcours déjà du père de notre ministre d'État, candidat aux élections présidentielles de 2026, nous permet de comprendre un peu qu'il y a un certain nombre de qualités qu'on peut quand même reconnaître au cadre de notre pays. Nestor Wadayi, que ce soit au niveau du ministère du Plan en tant que directeur de cabinet ou directeur départemental, il a énormément travaillé à la bonne gouvernance dans notre pays. Que ce soit au moment où il se retrouvait au poste de vice-président du Conseil économique et social, il a énormément travaillé aux valeurs patriotiques. Donc, dès que vous allez vers des acteurs politiques ou même des hauts fonctionnaires ayant servi la BCEAO ou ayant occupé de grands postes de responsabilité au niveau des différents ministères sectoriels et vous évoquez le nom Nestor Wadayi, on vous parlera d'un homme intègre. On vous parlera d'un homme rigoureux. On vous parlera d'un homme qui a effectivement eu de l'amour pour son pays. Donc c'est un cadre hors pair. À partir de ce moment, quand l'honorable Basile Arrossi essaye de regarder les relations qu'il y a eu entre ce monsieur et lui de son vivant, il n'a pas autre choix à faire
que de soutenir la candidature de Romuald Wardani. D'ailleurs, quand le ministre Romuald Wardani a eu l'information qu'il serait porté par la majorité présidentielle, l'honorable Basile Arrossi fait partie d'un des premiers qu'il a pu appeler. Il est allé le rencontrer, il lui a fait part donc de ce désir de se porter candidat aux élections présidentielles. Et la démarche ici, ce n'est pas pour demander qu'un allié politique se retrouve à travailler avec lui, mais la démarche, c'est pour aller obtenir ce qu'on appelle la bénédiction d'un père. C'est ce qui a suscité d'ailleurs la première sortie de l'honorable Basile Arrossi à l'époque, qui a fait savoir que effectivement il est un opposant au régime en place, mais au regard des relations familiales, au regard des liens d'amitié qui ont existé entre le père à celui qui se porte candidat ou qui est porté par la majorité présidentielle à être candidat aux élections présidentielles dans notre pays, qui n'a pas autre chose à faire, sinon il se reprocherait énormément de choses au niveau de sa conscience. Parce que ne l'oublions pas, si M. Nestor Wardani était toujours en vie, je ne vois pas l'honorable Basile Arrossi, au nom de la politique, s'opposer donc au choix de son fils. Et donc c'est pour respecter la mémoire du ministre, du père au ministre d'État, que l'honorable Basile Arrossi a pu faire ce choix. Ça, c'est la première raison fondamentale. La deuxième raison fondamentale, comme Stéphane l'évoquait, ce n'est pas une question de stigmatisation de région, c'est plus une question d'engagement pour dire oui, un des nôtres est porté candidat à la magistrature suprême. Qu'est-ce qui nous aurait opposé autant au point où nous puissions continuer par dire qu'on est de la mouvance ou qu'on est de l'opposition au point de ne pas accompagner sa candidature. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent très bien la communauté Agia, le sens de solidarité de cette communauté ferait que même si l'honorable Basile Arrossi n'avait pas pris l'initiative par devers lui de pouvoir accompagner la candidature du ministre d'État Romuald Wardani, il va se retrouver pratiquement sans troupes. On parlera plus tard de général donc sans troupes. Parce que même s'il disait venez, travaillons pour que le parti Les Démocrates puisse soutenir son candidat, ainsi de suite, les populations ne vont pas le suivre. Ça, c'est le sens de la solidarité, parce que chaque région de notre pays incarne quand même des valeurs sur lesquelles c'est comme nos frères du Septentrion. Vous ne verrez jamais un homme du Septentrion prendre l'engagement de faire quelque chose et du jour au lendemain changer de décision. Dès qu'il donne sa parole, il ira d'abord jusqu'au bout, peu importe ce que ça lui coûte. Donc, quand vous prenez n'importe quel pays, n'importe quelle région de notre pays, il y a des valeurs fondamentales qui caractérisent chaque milieu. Et donc, pour moi, aujourd'hui, le choix qui est fait, ce n'est pas un choix politique. Ce n'est pas un choix politique, c'est un choix de cœur. Alors, un choix de cœur, Stéphane, dites-moi, quels sont les enjeux politiques qu'on peut trouver par rapport à ce soutien et surtout dans la région d'Atiémé et au plan national? Oui, déjà, c'est pour ça que tout à l'heure, quand Hugues Hector Zogo disait que ce n'était pas... C'est vrai, ce n'est pas, quand on voit clairement, ce n'est pas un choix politique, c'est plus pour des raisons affectives, comme il a si bien démontré, mais c'est un choix fondé sur des raisons affectives, mais qui a des implications, politiques. Parce que l'honorable Léon Basile Arrossi est d'un parti politique, qui est le parti de l'opposition, parti Les Démocrates. Et parmi les démissionnaires, sauf si mes informations ne sont pas bonnes, je ne l'ai pas encore entendu dire qu'il démissionnait du parti LD. Alors, s'il décide, on va dire, en griffe, de se mettre dans les rangs, donc de soutenir le candidat Romuald Wardani, la première implication politique, c'est que est-ce qu'il va soutenir le candidat Romuald Wardani en étant
encore LD, est-ce qu'il ne va donc, ou bien il va se désolidariser de son parti et soutenir intuito personne le candidat et après les élections retourner au niveau de son parti? Ça, c'est une grosse interrogation, à moins que dans les tout prochains jours, il fasse une déclaration d'appartenance à un parti de la majorité présidentielle, ou si le parti LD, avec le temps, décidait de signer un accord de gouvernance avec les partis de la majorité présidentielle. Maintenant, en ce qui concerne sa région, la région Atiémé et consorts, je pense que le député Léon Basile Arrossi est quelqu'un quand même qui, qu'on le veuille ou pas, a eu le temps d'asseoir une certaine assise politique dans cette région-là. Et donc, du coup, décider d'apporter son soutien, c'est accorder son électorat, donc sa base au candidat. Donc, du coup, il dépossède, n'est-ce pas, donc le parti LD de son électorat pour le donner en faveur du candidat Ouaddaï. Ce qui fait que, du coup, au niveau de cette région-là, les réalités politiques vont changer. Donc, ceux qui s'alliaient derrière Basile Arrossi parce qu'il était LD ou vont désormais s'allier derrière lui parce qu'il est en train de soutenir Romuald Ouaddaï. Mais le revers de cette médaille-là, c'est que certains militants, certains de ces militants ou des militants du parti peuvent ne pas être d'accord avec son choix. Parce qu'une chose est que le leader fasse le choix, mais l'autre c'est que les militants soient d'accord. Partagent cette idéologie. Voilà, maintenant. Donc, dans son électorat-là, qui sont ceux-là qui sont décidés à l'accompagner? Est-ce que cela ne va pas créer une sorte d'effritement au niveau de son électorat? Sauf si, en amont, il avait déjà fait le travail nécessaire, voilà, d'échange avec ses militants à la base pour que tous soient unanimes sur le fait qu'il décide de l'accompagner dans cette nouvelle aventure-là. Sinon, il risque peut-être, il fait le choix, mais il risque de perdre également assez de militants qui auraient souhaité que ce soit un candidat LD qu'ils soutiennent au cours de ces élections présidentielles-là. Alors, Hugues Hector Zogo, partagez-vous cette lecture de Stéphane, ou si vous voulez, je vous reprends la question. Quel enjeu politique le soutien du député Léon Arrossi représente pour le candidat Ouaddaï? Je vais peut-être vous surprendre. Regardez un peu tout ce qu'il y a comme euphorie autour de la candidature du ministre d'État Romuald Ouaddaï. Et posez-vous la question de savoir pourquoi cette euphorie-là. Il y a, ma foi, 2 ou 3 raisons qui peuvent justifier. Première raison, c'est d'abord le choix de la région d'où provient le candidat, le Grand Mono. Le Grand Mono qui, de par le passé, a toujours voulu avoir aussi à la tête de notre pays un de ses fils en tant que président de la République. Et quand vous regardez un peu l'échiquier politique, les différents acteurs ayant tenté occuper donc le poste de la magistrature suprême, c'est bien sûr le président Bruno Amoussou. Le président Bruno Amoussou qui s'est retrouvé même à être président de l'Assemblée nationale, donc deuxième personnalité politique du pays. Alors, ça c'est la première raison. La deuxième raison, et d'abord même en nous référant à la première raison, suivez le parcours de Bruno Amoussou. Vous vous rendez compte que même quand il a été évincé de la tête du parti l'Union progressiste, il est resté assez sage. Il n'a pas tempêté. Vous avez le cas de maître Adrien Hongbeyi qui a fait plusieurs sorties pour mettre en difficulté la mouvance présidentielle à laquelle il appartient. Mais quand vous regardez Bruno Amoussou, il est resté assez constant. Le silence total. Il n'a pas réagi du tout. On ne pouvait pas dire systématiquement que la manière dont il a quitté la tête de l'Union progressiste, que cette manière-là l'a forcément plu. Mais il est resté en biais. Il a eu une attitude de sage. Et donc,
on peut se permettre de dire que cette région-là a quelque chose d'extraordinaire comme éducation en termes politiques. Regardez tous ceux qui sont dans la région et qui occupent des postes de responsabilité politique. Quand vous prenez l'ancien maire qui s'est retrouvé être député à plusieurs reprises, Dagbe Soussou, vous voyez aussi, parfois quand il prend de la parole, il revient, même quand il fait des erreurs, il revient. Et vous sentez quand même qu'il y a toujours de la tempérance. Or, pour occuper le poste de premier citoyen du pays, donc briguer la magistrature suprême, il vous faut un certain nombre de qualités. Donc, je me dis, ça c'est une première valeur qui milite en faveur du ministre d'État Romuald Wadaye. La deuxième valeur qui milite en sa faveur, c'est la solidarité de la région, comme je l'ai dit. Le Grand Mono, que ce soit le Mono, comme le Koufo, c'est deux départements où il y a effectivement le sens de la solidarité. Dès que vous avez systématiquement quelqu'un qui commence par parler la langue Agia, quand il y a d'autres frères Agia qui sont dans le milieu, vous sentez assez vite ce brassage. Et vous vous dites, mais ils ne se connaissaient pas. Systématiquement, les portes s'ouvrent parce qu'ils l'ont reçu depuis leur bas âge, ils l'ont reçu en éducation, cette valeur de solidarité-là. Et donc, a priori, on peut même se permettre de dire que sans que les acteurs politiques de la région ne puissent donner des consignes de vote, les populations à la base, ne serait-ce que de ces deux départements, ne serait-ce que donc du Grand Mono, vont en majorité accompagner le choix du candidat Romuald Wadaye. Voulez-vous dire que Léon Basile Arrossi n'a pas un poids électoral qui pourra impacter? Il a un poids électoral. Malheureusement, ce n'est pas le fait de dire qu'il soutient la candidature du ministre d'État Romuald Wadaye qui va changer les données. Bien au contraire, en fait, ce que je dis aurait été plus perceptible s'il y avait un candidat, les démocrates, dans la région. D'accord, s'il y avait un candidat, les démocrates, qui partait aux élections présidentielles et que lui, en tant que député du parti, les démocrates, avait pris l'initiative de ne pas soutenir la candidature du ministre d'État Romuald Wadaye. Vous verrez systématiquement que des gens qui ont assez travaillé avec lui depuis des années vont lui tourner dos et accorder leur suffrage au ministre d'État Romuald Wadaye. Parce que ici, pour eux, ce n'est pas une question d'intérêt politique, mais c'est une question de soutenir un frère. Et mieux, la troisième raison, c'est qui a été le papa du ministre d'État. Allez dans le Grand Mono, évoquez le nom Nestor Wadaye et vous verrez tout le respect que cette communauté-là voue donc à cette personnalité. Donc pour moi, le casting qui a été fait par le président Patrice Talon, c'est un casting extraordinaire. Parce que à plusieurs reprises, on se pose la question de savoir, mais pourquoi il n'a pas choisi, par exemple, le professeur Joseph Diogbenou? Il y a 1 an, il y a 2 ans, vous dites au professeur Joseph Diogbenou qu'il ne sera pas candidat pour représenter la majorité présidentielle. Il va vous dire, c'est pas possible. Vous aviez vu ce qui s'est passé. Il a dû démissionner de la tête de la Cour constitutionnelle pour se positionner, donc, président du parti en intervalle d'1 semaine. Et quand il a été président du parti, tout de suite, il a commencé par faire de la tournée sur tout le territoire national. À quel moment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est allé au contact des populations au nom du parti politique, à quel moment vous pouvez imaginer que le président de la République ne va pas porter son choix sur celui-là? Encore qu'il a été l'avocat du président Patrice Talon. Le travail que le professeur Joseph Diogbenou a fait en tant qu'avocat avant que le président l'ancien exilé ne retrouve sa terre, c'est un travail extraordinaire. Que ce soit lui, que ce soit le ministre délégué à la défense honoraire, Candide Azanaï, mais c'est des gens qui ont énormément mouillé le maillot, c'est des gens qui ont pris des risques énormes. Et donc, a priori, on pouvait se dire, oui, le choix idéal de la mouvance présidentielle, c'est le professeur Joseph Diogbenou. Mais qu'est-ce qui aura milité en faveur de Romuald Wadaye? Donc, c'est des questions qu'on doit quand même pouvoir se poser. Et lui-même, quand vous le regardez, son parcours, regardez un peu
tout ce qu'il a pu faire en termes de mobilisation de ressources humaines, de ressources financières, pardon. On n'en a jamais connu. Moi, j'ai discuté avec des économistes qui ont dit, mais ils ne pouvaient jamais imaginer que les mobilisations de fonds qui se font aujourd'hui par le ministre d'État Romuald Wadayi, c'était possible avec le Bénin. Alors, Oui, Stéphane, oui, vous voulez réagir très rapidement. Oui, très rapidement. Pour dire que si on doit s'en tenir aux chiffres, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts, j'ai essayé de les avoir, je ne les ai pas eus. Sinon, je me dis que de façon globale, on sait que quand on prend par exemple le COUFO, l'UPR a quand même une certaine assise. Du moins, les élections législatives dernières ont donné la preuve que c'est une zone à prédominance politique UPR. Le mono, par contre, ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'il y a quand même LD qui a quand même fait... des voix, qui a eu des voix dans cette zone-là. Mais ici, le ministre se retrouve être du département du mono. Oui, j'en viens. Mais maintenant, je veux dire que si on doit s'en tenir aux assises politiques de ces formations dans ces zones-là, on va dire que si on prend par exemple le mono, en tout cas la région d'Atiémé et consorts, le parti LD a quand même une certaine assise à cause de la personne de Basile Arrossi. Donc, d'une manière ou d'une autre, même si je comprends la réflexion de Hugues Hector Zogo, l'euphorie qu'il y a autour de la candidature de Romuald Wadayi peut laisser croire que ce ralliement de Arrossi n'aura pas grand impact. Mais en fait, ça ne peut pas absorber. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est de Basile Arrossi qu'on parle. Et il draine derrière lui quand même une certaine foule, un certain nombre de militants. Et on ne va pas dire que ce n'est pas à cause de lui que ces gens-là vont se rallier, vont rallier le mouvement de soutien à Romuald Wadayi. Donc, c'est pas parce que le dire ainsi, c'est traiter l'événement de purement anodin. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, vous le dites si bien. Oui. Alors, je le redis, est-ce donc un ralliement stratégique? Oui, je pense que c'est un ralliement... je vous mets en difficulté. Voilà, vous le mettez en difficulté. Non, je ne suis pas en difficulté. Allez-y. En fait, je cherche un mot qui ne me vient pas. Mais je vais m'en sortir. Essayez de trouver le mot. Je vais m'en sortir ce matin. Mais je pense que ce n'est pas un ralliement stratégique. Ce n'est pas un ralliement stratégique. C'est un ralliement qui tient compte d'un certain nombre d'enjeux qu'on avait déjà élucidé en début. C'est moi qui pose des questions. en début d'émission. Parce qu'on a dit que l'honorable s'est rallié pour des raisons affectives. On l'a clairement expliqué. Il s'est peut-être rallié également pour la personne de Romuald Wadayi. Sauf que ici, Romuald Léon Basile Arrossi, qui désormais se retrouve à soutenir la candidature de Romuald Wadayi, n'est pas une personnalité comme ça. C'est quand même quelqu'un qui a eu le temps, depuis plus de 15 ans, à asseoir une certaine hégémonie politique dans sa zone. Et donc, je dis que son ralliement n'est pas un ralliement anodin. Ce n'est pas non plus un ralliement stratégique. Ce n'est pas un ralliement stratégique parce que ça n'intègre pas d'abord une stratégie politique parce que Basile Arrossi n'est pas, je veux dire, Basile Arrossi est du parti LD. Nous sommes d'accord. Et lorsqu'il n'a pas encore démissionné pour dire qu'il soutient la candidature de Romuald Wadayi, j'estime que ce n'est pas stratégique parce que ça n'intègre pas une certaine dynamique politique pour moi. Ça intègre juste des choix politiques personnels qui n'engagent pas le parti. Avec les derniers événements, j'ai bien envie de dire que Léon Arrossi a anticipé sur les faits tout simplement. Non.
est-ce qu'il a anticipé? Ou s'il a anticipé, il avait déjà anticipé depuis. Depuis, Il avait déjà anticipé depuis. Et ce qu'il vient de faire ce week-end n'est que la concrétisation de la démarche qu'il a entreprise, n'est-ce pas, donc, il y a quelques mois, pour dire que, de façon claire à sa formation politique, que lui, il ne va pas s'engager dans le combat pour les élections présidentielles aux côtés de sa formation politique. C'était déjà clair pour lui depuis le début. Et les responsables de ce parti-là savaient qu'il allait s'engager sans Basile à Rossi. Et donc, ce qu'il vient de faire n'est que la concrétisation de ce qu'il avait déjà affirmé. Moi, le problème que j'ai, c'est pourquoi il ne démissionne pas de façon formelle et s'engage dans la majorité présidentielle. Parce que s'il ne le fait pas stratégiquement, et c'est là que j'en viens à ta question, je me retrouve finalement, stratégiquement, ce ne serait pas intéressant pour lui. Parce que ce serait comme si il est en train de jouer sur deux tableaux. Il est assis sur deux chaises. Donc voilà. il joue sur deux tableaux et ce n'est pas bon pour lui. C'est vrai que il a clarifié sa position, mais il reste maintenant qu'il aille au bout pour dire bon, je soutiens Wadayi, je rentre définitivement et effectivement dans les rangs, je soutiens la majorité présidentielle, mais dire que je soutiens la candidature de Romuald Wadayi et être encore au niveau du parti LD, moi ça me pose un problème de conséquences dans l'action ou dans l'agir, n'est-ce pas, donc politique. Et je voudrais finir cette intervention-là pour dire que ce ralliement de Basile à Rossi va apporter son plus, même si il y avait déjà une certaine euphorie autour de cette candidature-là, parce que en politique, 1 + 1 va donner 2. 2 + 1 va donner 3. Il n'y a pas à minimiser un ralliement. Alors, Hugues Zogo, est-ce que ce soutien pourrait entraîner d'autres ralliements? J'étais en train de chercher les statistiques de Bruno Amoussou au niveau du département du Koufo, au niveau du département du Mono. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir les chiffres, mais je sais que désormais, en 91, quand Bruno Amoussou était parti pour les élections présidentielles, il s'en était sorti avec 5,8%. 5,8% pour les statistiques. Et puis, quand on s'intéresse aux élections présidentielles de 2006, il s'en est sorti avec 16%, 19%, d'accord, pour les élections de 2006. Pour dire quoi? Pour dire que celui, à la limite, qui peut porter la casquette de parrain de ministre Romuald Wadayi, de par le passé, avait déjà eu un score assez important en termes de choix, en fait, de choix portés par nos compatriotes béninois sur sa candidature. Et aujourd'hui, le fait de savoir qu'il a un poulain qui va aux élections présidentielles, un poulain qui, effectivement, a les compétences pour espérer briguer la magistrature suprême, c'est un plus en termes de stratégie, sans doute, sur lesquels le président Patrice Talon a pu tabler. Alors, quand je fais référence à ce que le ministre, l'honorable Basile Rossi, son choix pourrait ne pas impacter, ce n'est pas pour dire que je minimise la démarche de l'honorable Basile Rossi. Bien au contraire. Bien au contraire. J'ai fait référence au fait qu'il a plus donné son quitus, son accord de principe à accompagner la candidature du ministre d'État Romuald Wadayi par principe de relation père à fils. Ce n'est pas un principe de relation père à fils. J'ai insisté dessus pour faire ressortir qu'en réalité, ici, il n'a pas été question d'intérêt politique. Il a été question
de mettre en valeur ce qu'on peut appeler les valeurs au cœur de la politique. Ce qui nous manque en Afrique. Les valeurs au cœur de la politique. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il a pris une distance totale vis-à-vis du parti Les Démocrates. Et on se pose la question de savoir pourquoi il n'a pas déposé tout de suite une démission. Oui, c'est assez sage sa démarche. Il ne dépose pas une démission parce qu'il attend que les élections finissent. Quand les élections vont finir, vous verrez qu'il va sans aucun doute faire une déclaration pour dire officiellement maintenant, je ne continue plus d'appartenir au parti de l'opposition. Parce que le parti de l'opposition auquel il a appartenu juste là, ce parti-là s'est opposé à quoi? Au mode de gouvernance du président Patrice Talon. Est-ce que le président Patrice Talon a fini son mandat présidentiel? Non. Il lui reste encore quelques mois à la tête du pays. Donc, il peut arriver demain. Il peut arriver demain, en termes de lecture politique, il peut arriver demain que le président Patrice Talon, à travers son mode de gouvernance, fasse quelque chose sur lequel le parti, les démocrates, ne sont pas d'accord. Et pour faire la déclaration et décrier donc ce fait-là, vous voyez assis autour de la table du parti Les Démocrates, l'honorable Basile Arrossi. Là, on est en question politique. Mais ce qu'il a posé comme acte, vous posez la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un acte prémédité? Est-ce que c'est pas parce qu'il a anticipé au regard des rapports de force? Oui, les rapports de force sont là, c'est vrai. Mais on ne dira pas que systématiquement, c'est à cause des rapports de force ou du rapport de force qu'il est allé accorder son soutien. Parce que c'est un soutien fort. Comme je vous l'ai dit, le ministre d'État, quand il a eu l'information, systématiquement, il a appelé. Et il est allé le rencontrer pour non seulement demander son soutien en tant qu'acteur politique, mais il est allé demander sa bénédiction. C'est assez profond en fait. Le rôle que l'honorable Basile Arrossi va jouer au cœur de cette région, le Grand Mono, pour les élections à venir, c'est un rôle de père. Donc, ce n'est pas un rôle d'acteur politique. C'est pourquoi j'ai un peu de difficulté à pouvoir situer son implication politique. Pour moi, il a posé un acte assez fort qu'il faut saluer. Alors, ce qui nous manque, répondez à la question, Hugues-Hector Zogo, ce soutien pourrait-il entraîner d'autres ralliements? Et bien évidemment, ce soutien pourrait entraîner d'autres ralliements. Vous avez vu, par exemple, au niveau de cette sortie, vous avez vu des députés qui ont tourné dos au parti Les Démocrates, mais qui se sont retrouvés présents à cette rencontre d'hier qu'il a organisée. Donc, en tant qu'acteur politique, il a des proches, il a des amis politiques. Alors, rien ne vous dit que du jour au lendemain, ces acteurs politiques-là, qui peut-être se retrouvent encore dans le rang de l'opposition, ne seraient pas approchés par l'intéressé et qu'il serait en pourparlers avec eux pour voir dans quelle mesure ils puissent tous se rallier à accompagner la candidature de Romuald Wadaï. Donc, pour moi, il y a un élément sur lequel Hector et moi ne sommes pas s'accorder ce matin, c'est que on ne peut pas, c'est vrai que c'est pour des raisons affectives, mais ces raisons affectives-là, comme je l'ai dit, ont des implications politiques. On ne peut pas, dissocier les deux, parce que les deux, c'est sur le même tableau. Quand il est sorti pour exprimer, je pense que c'est une déclaration de soutien, mais une déclaration politique. Parce qu'il décide de soutenir quelqu'un, c'est une déclaration politique. Même si la raison qui l'a poussé est une raison affective, la déclaration qu'il fait est une déclaration politique. Et les démarches qu'il va mener pour faire aboutir cette déclaration-là, donc faire gagner son candidat, ce seront des démarches politiques. Je voudrais ramener un élément pour qu'on puisse avancer peut-être dans le débat. Je voudrais bien avancer avec l'élément que je voulais ramener, c'est ceci. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui l'honorable Basile Arrossi sur la liste des députés, des prochains députés à l'Assemblée nationale? Évidemment pas. Bon, alors, si vous ne l'avez pas vu,
sur la liste des prochains députés à l'Assemblée nationale, ça voudrait dire qu'il est en train indirectement de nous dire qu'il veut faire sa retraite politique. Il faut faire très attention. Non, mais une retraite politique, écoutez, je dis, lorsqu'on fait une retraite politique, il faut faire très la attention. retraite politique, l'action qu'il va mener, moi je parle en termes d'action. Il faut faire très attention. L'action qu'il va, On va tu s'écouter. permets, on va s'écouter. L'action qu'il fait pour faire gagner son candidat est une action politique. C'est pour ça que moi je dis qu'on ne peut pas dissocier la démarche de Basile Arrossi. On ne peut pas dire que ce n'est pas une démarche politique. Les raisons sont affectives, on est tous d'accord, mais la démarche, elle est politique. L'action, elle est politique. Ce sur quoi Hugues Hector Zogo n'est pas du tout d'accord. Avec Alors, moi ce matin. nous allons avancer. Oui. En quoi ce soutien dévoile-t-il les rapports de force dans l'arène politique actuelle au Bénin? Pour moi, ce soutien dévoile les questions de rapport de force sur deux plans. Allez-y. Le premier élément, c'est déjà que, vous voyez, quand on parle de rapport de force, il y a les forces en présence. Les forces en présence ici, en la matière, de façon concrète, c'est le parti de la mouvance présidentielle et le parti de l'opposition LD. Et on est en train de constater que dans le cadre de ces élections en général, le parti LD est en train de perdre énormément ses soldats. Et dans le cas d'espèce, ce qui nous intéresse ce matin, c'est un des soldats, on va dire, c'est un des généraux du parti qui s'est mué dans un silence et qui n'agit plus véritablement sous le couvert du parti LD, mais qui désormais, en fait, est en train de virer progressivement vers le camp de la majorité présidentielle sans vouloir véritablement s'afficher en tant que tel. C'est pourquoi tout à l'heure j'étais en train de dire il faut qu'il nous clarifie sa position. Dans tous les cas de figure, c'est que le parti LD est en train également de perdre Basile Arrossi au profit, en fait, et du coup, ça va déteindre sur son assise au niveau de cette région-là. Donc, c'est le parti de l'opposition LD qui est en train de perdre non seulement ses généraux, mais également en autorité. En autorité et en train de perdre son électorat dans cette zone-là. Donc, les rapports de force sont en train de basculer au profit de la majorité, de la majorité présidentielle. Et donc, on va dire qu'il serait donc moralement correct, à mon sens, sur le plan politique, que le député Basile Arrossi, peut-être que son silence est un silence stratégique, comme l'a expliqué Hugues tout à l'heure. Son silence est certainement un silence stratégique en attendant de voir. Mais je pense que lorsqu'on a fait ce qu'il a fait le week-end passé, en déclarant ouvertement son soutien à Romy Al-Wadaï, il serait pour lui définitivement clair qu'il s'engage. Surtout qu'on a vu les députés démissionnaires. D'accord, à ses côtés, c'est déjà une préfiguration de ce que d'une manière ou d'une autre, ce sont ses amis de l'autre côté-là qui l'a retrouvé dans l'autre cas désormais. Donc il faut que ça soit suffisamment clair qu'ils nous le disent sans fioriture, puisque les autres l'ont fait. Personne ne les a tués. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut que lui-même, il clarifie sa position et qu'il dise définitivement, je suis avec la mouvance. Sinon, moi, ça continue pas me poser de problème, même si je salue la démarche dans laquelle il s'inscrit. Pour finir avec le sujet. Vous savez, l'honorable Basile Arrossi est aujourd'hui le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et c'est un poste stratégique occupé par le parti Les Démocrates, donc le parti de l'opposition. Vous avez vu, le parti de tout temps a dit la mouvance ne nous permet pas d'être représentés aux grandes instances, tout ça. Et donc ça a été une bataille dure jusqu'à ce que finalement le parti Les Démocrates ait pu avoir donc le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, ce poste-là est occupé par l'honorable Basile Arrossi. Premier élément, très important, qui fait qu'il ne peut pas démissionner de son parti. S'il le fait, ça aurait été, excusez du peu, de l'irresponsabilité.
Parce qu'il mettrait en difficulté le parti Les Démocrates. Finalement, le parti Les Démocrates ne se retrouverait plus au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, le fait de n'avoir pas démissionné jusqu'à la date d'aujourd'hui, on peut se permettre de dire que c'est ce poste-là qu'il occupe en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Autre élément, quand la majorité présidentielle a retenu la candidature du ministre d'État le 31 août 2025, l'honorable Basile Arrossi n'a pas attendu 3 semaines, 1 mois, comme certains opportunistes politiques. C'est pratiquement en intervalle de 72 heures qu'il a pu faire sortir un courrier. Il a rendu public le courrier pour dire qu'il accorde son soutien au candidat Romuald Wadani. C'est-à-dire que la majorité présidentielle a choisi son candidat le 31 août et le 2 septembre, il a sorti un courrier qu'il a rendu public. Donc, au moment où il rendait le courrier public, qui pouvait imaginer ou qui pouvait s'imaginer que le parti auquel il appartient n'aurait même pas de candidat aux élections présidentielles? Personne, même le parti, les démocrates, ne pouvait pas s'imaginer ne pas avoir de représentants pour les élections présidentielles. Donc, on ne peut pas, au regard de ces éléments-là, se permettre de dire que, bon voilà, il a fait une déclaration juste pour des intérêts politiques. Parce que si c'était parce qu'au moment où le parti s'est rendu aux élections, a voulu se rendre aux élections, on a recalé donc leur candidature, si c'est à partir de ce moment-là qu'il est sorti pour faire des déclarations, pour dire, bon, désormais, moi, j'apporte mon soutien au ministre d'État Romuald Wadani, on peut se permettre de dire que c'est une démarche politique opportuniste. Mais il a été clair. D'ailleurs, nos confrères de Matin TV l'ont reçu. Ils l'ont reçu, je crois, le 18 septembre en interview. Et il a déclaré: nous avons des accointances particulières, mais qui n'ont pas pu nous réunir en politique. Il est en train donc de parler des relations qui le liaient au père du ministre d'État, Romuald Wadani. Il dit: nous avons des accointances particulières, mais qui n'ont pas pu nous réunir en politique. C'est assez profond. Et mieux, quelque part, il a parlé de la bénédiction. Voilà. Le ministre d'État a pu rendre visite à l'honorable Basile Arrossi pour recevoir sa bénédiction. Donc, pour moi aujourd'hui, l'acte qui a été posé, c'est un acte de valeur qu'il faut saluer en politique. C'est un acte de valeur. Généralement, nous ne saluons pas les valeurs en politique. Tout le temps, nous sommes là pour décrier ce qui ne va pas en politique. Tout le temps, nous sommes là pour dire, oui, telle personne s'est retrouvée à détourner, telle personne s'est retrouvée corrompue. Mais ici, nous sommes face à un homme qui a posé un acte de valeur. C'est un acte de valeur. Il faut saluer. Dernier sujet. On vous aura compris, Hugues Hector Zogo. Dernier sujet à débattre sur ce plateau. Nous restons toujours dans le registre politique présidentiel de 2026. Toujours le taux de participation, le grand défi pour la mouvance présidentielle. Est-ce que vous êtes d'avis, Stéphane? Oui, absolument. Absolument. Quand on se réfère au dernier taux de participation aux élections, on se rend compte qu'il y a vraiment un grand défi à relever. Je voudrais partir de quelques chiffres que j'ai ici. En 2016, au deuxième tour, on a eu 66,13% pour la présidentielle. En 2023, on a eu 37, on va dire 37%. 37%. Mais quand on remonte déjà en 91, on a eu pour la présidentielle 51%. Au législatif, 51%. Présidentielle, on a eu 56%. Et en 96, on a eu 87%. Donc, on va dire que le taux a été instable,
mais n'est jamais descendu en dessous, n'est-ce pas, donc, de 50%. Mais aux dernières législatives, on a eu quand même 37%. Vous savez, dans un régime démocratique, on dit que c'est la loi de la majorité. Et lorsque la majorité se trouve être cassée, cela pose un problème de légitimité. Si les populations ne participent pas comme cela se doit, les populations en âge de voter ne participent pas comme cela se doit, cela pose le problème de la légitimité de ce qui est élu, de celui qui est élu. De celui qui est élu. On se demande s'il est vraiment légitime. Est-ce qu'il traduit l'expression de la volonté du peuple? Et donc, ce travail-là, ce défi-là, doit être relevé pour asseoir la légitimité de nos élus. Parce que la légalité, sans la légitimité, draine des séquelles de corruption de l'appareil même électoral. Et ça pose véritablement un problème. Et alors, on peut se poser maintenant la question de savoir qu'est-ce qui justifie cette baisse-là drastique du taux de participation des populations. Vous savez, lorsque les populations participent, n'est-ce pas, donc à une élection, c'est parce qu'elles veulent que leurs conditions s'améliorent. À un moment donné, lorsque ces populations-là ont l'impression que même quand elles votent du moins, les politiciens ne prennent plus en compte leurs réelles préoccupations, elles finissent par se désintéresser de la chose pour dire, ok, comme c'est leur affaire, comme c'est leur chose, ils n'ont qu'à faire, sans savoir que en faisant ça, ces populations-là se font également du tort parce qu'elles laissent des gens décider à leur place. Si vous ne faites pas la politique, ceux qui seront élus décideront pour vous, sans que vous ne soyez véritablement impliqués dans ces choix-là. Je pense que ça, c'est la première raison. La deuxième raison, est-ce que les partis politiques font suffisamment le travail citoyen qu'il faut, le travail militant qu'il faut, pour amener les populations à comprendre que l'expression de leur suffrage est importante dans un système démocratique? Est-ce que les partis politiques font le job nécessaire pour qu'au-delà de réunir les foules, pour montrer aux politiciens qu'ils sont en train de travailler sur le terrain, est-ce qu'ils font le job de façon concrète pour amener les populations à adhérer, à comprendre l'enjeu d'une élection? Parce que tant que les gens ne vont pas comprendre l'enjeu, l'intérêt qu'ils ont à participer, ben, le gars, il préfère aller, vous lui demandez de se lever à 7 heures pour aller voter, alors que, bon, à 7 heures, il peut aller se faire de l'argent. Il dit, ben, si je vais voter, qu'est-ce que j'y gagne? Il faut lui montrer ce qu'il peut y gagner. Tant que ce travail-là ne sera pas fait, je trouve que ce serait, en fait, ça va contribuer à faire ralentir le taux de participation. Ensuite, je pense qu'il faut que les acteurs politiques aujourd'hui travaillent à rétablir une certaine confiance avec le peuple. Avec le peuple. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'ils donnent l'impression que quand on fait les élections, c'est eux qui décident. J'ai entendu dire qu'il y a il y a le vote que les populations font, mais après, il y a ce que les institutions décident. Quand j'ai entendu ça, je suis tombé des derniers. Je me dis, mais dans quel pays ça se passe comme ça? Dans un régime démocratique, c'est l'expression du peuple qui est respectée par les institutions. À partir du moment où on commence insinueusement par développer une théorie qui tente à faire croire que c'est les institutions qui décident pour le peuple, ça va susciter une sorte de désamour, de désintérêt. Donc il va falloir que les acteurs politiques aujourd'hui, au-delà des tintamarres, au-delà des foules qu'ils drainent là, fassent le travail citoyen, le travail militant qu'il faut pour faire prendre conscience à leurs militants, aux populations, de l'enjeu de la participation à un scrutin, à une élection dans un régime démocratique. Sinon, c'est la crédibilité de ceux qui sont élus là qui se trouveraient entachée. Alors,
je finis avec vous, avec cette question. Le défi du taux de participation est-il l'indicateur ou serait-il l'indicateur d'un essoufflement du soutien populaire envers la mouvance présidentielle? Bon, c'est un peu délicat de répondre par oui ou par non. C'est un peu délicat de répondre Vous par n'avez oui. pas beaucoup de temps. Oui, Allez-y. évidemment, je vais y arriver. Mais je trouve que le faible taux de participation ne veut pas forcément dire que la majorité a de problèmes avec la population. Non, pas parce que ce n'est pas seulement... les électeurs ne se retrouvent pas seulement dans le rang des partis de la majorité présidentielle. Il y a aussi que dans le camp du parti de l'opposition, les gens peuvent faire des défections. Les gens peuvent décider de ne pas voter. Donc, c'est-à-dire que le problème qui se pose, ce n'est pas une question de stigmatiser un parti politique. C'est tous les partis politiques qui sont engagés. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est le président Patrice Talon qui est là, il a sa majorité, et on peut se dire que si les gens ne vont pas voter, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais lorsque la situation va tourner, et c'est peut-être le parti de l'opposition qui se retrouverait au perchoir, et que la situation va perdurer, est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans le schéma de dire encore la même chose? Donc le problème, Un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Donc le problème, ce n'est pas une question de parti de la majorité ou de parti de l'opposition. C'est une question de conscience citoyenne qu'il faut aujourd'hui travailler, parce que c'est clair que les gens se désintéressent véritablement de plus en plus de la politique. Peut-être parce qu'ils ne trouvent pas leur compte, peut-être parce que les formations politiques ne font pas le travail nécessaire. Aujourd'hui qu'ils ont les ressources de l'État, l'État met les moyens à leur disposition, ils n'ont qu'à utiliser ces moyens-là pour sensibiliser leurs militants, sensibiliser, n'est-ce pas, donc, les populations pour qu'elles s'intéressent à la chose politique aujourd'hui. Huguette Arzogo, le taux de participation est-il l'indicateur d'un essoufflement ou serait-il, pour la présidentielle prochaine, l'indicateur d'un essoufflement de soutien populaire à la mouvance présidentielle? Je suis très perturbé du fait que vous parliez de la mouvance présidentielle. Les élections présidentielles ne sont pas... Mais il n'y aura pas d'opposants. Bon, en parlant du plus grand parti de l'opposition. Les élections présidentielles dans un pays ne sont pas pour la mouvance présidentielle. Si c'était le cas, autant ne pas organiser les élections. Les élections présidentielles s'organisent pour le peuple. Et le peuple, c'est à la fois ceux qui accompagnent le pouvoir en place, c'est à la fois les opposants, c'est à la fois ceux qui ne veulent pas du tout être ni opposants, encore moins... Et y a-t-il un candidat de l'opposition pour la prochaine présidentielle? Ce n'est pas moi qui décrète le fait qu'il y ait candidat ou non. Nous avons vu... le parcours. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas un candidat de l'opposition, plus précisément du Parti Les Démocrates, pour les raisons que nous savons tous et que nous n'allons pas rappeler sur ce plateau parce que nous n'avons pas le temps d'ailleurs. Mais aujourd'hui, est-ce que, je pose la question de savoir si le défi du taux de participation à cette élection serait-il, ou la non-participation des populations à ce scrutin serait-il un essoufflement de soutien populaire à la mouvance présidentielle? Je continue par le dire, les élections présidentielles dans un pays ne sont pas visées a priori pour un choix présidentiel. Ce n'est pas... si c'était même les partis de l'opposition qui partaient aux élections, on ne va pas se limiter au fait que c'est exclusivement les acteurs de l'opposition qui vont sortir le jour du scrutin. Aujourd'hui, le grand défi qui s'impose, c'est un défi qui s'impose au peuple béninois. Premier élément, en l'État, on a un candidat qui va aux élections présidentielles, le duo de candidats qui va aux élections présidentielles et qui représente la mouvance présidentielle, et vous avez le parti de l'opposition, Foscori.Bénin Émergent, qui représente l'opposition et qui va aux élections. D'accord? Ce qui aurait été souhaité et ce qui aurait permis à plus de Béninois donc d'avoir ce qu'on appelle le choix, c'est qu'on aurait pu
avoir, par exemple, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates. C'est parce qu'on n'a pas le grand parti de l'opposition, les démocrates, que le souci de est-ce qu'il faut aller voter ou pas se pose. Mais ce qu'on oublie, c'est ceci. Le taux de participation est très, très important pour pouvoir, il a dit, pour pouvoir mesurer la légitimité de celui qui sera élu. Mais si les citoyens qui voulaient, par exemple, accompagner le parti, les démocrates, sortent en masse pour aller voter, mais ils ont le choix entre voter à la fois pour le candidat de la mouvance ou le candidat de l'opposition ou faire un bulletin nul. Mais si les citoyens vont voter et que le taux de participation, c'est-à-dire le taux de suffrage accordé au bulletin nul dépassait par exemple le taux accordé au choix de la mouvance ou au choix du parti FCBE qui représente l'opposition, mais on va déclarer invalider l'élection. Donc pour moi, ce n'est pas un défi de la mouvance, c'est un défi du peuple béninois. C'est le peuple béninois qui sait ce qu'il veut. C'est le peuple béninois qui dit, OK, aujourd'hui, tels que les tests se sont retrouvés dans notre pays, nous prenons la responsabilité de faire invalider peut-être le scrutin. Et pour faire invalider le scrutin, sortons tous, allons voter le bulletin blanc. Merci. Ça, c'est un choix que le peuple fait. Zogo. Au même moment, ceux de la mouvance vont se dire, oui, nous, on a notre candidat qui est là, il faut qu'on puisse travailler à ce qu'il puisse obtenir suffisamment de suffrages. Et donc, par conséquent, tous ceux qui ont travaillé avec nous de par le passé et qui ont été fâchés, on va trouver la bonne formule pour les ramener au bercail. Et donc, ils vont tout faire pour voter pour notre candidat, le candidat de la mouvance. Tout comme FCBE qui se réclame aujourd'hui être le parti de l'opposition peut se permettre de dire oui, nous, on a toujours revendiqué le poste, le titre d'opposant. Certains de nos compatriotes n'ont pas voulu croire en notre bonne foi. Nous allons mettre en place des stratégies pour démontrer qu'effectivement, nous sommes un parti de l'opposition et par conséquent, on rallie plus de membres pour qu'ils viennent voter pour nous. Quand nous allons prendre le pouvoir d'État, nous allons démontrer que notre manière de gérer le Bénin sera différente de la manière dont Patrice Talon et tous ses alliés politiques ont pu gérer le Bénin depuis pratiquement 10 ans. Donc c'est en fait une question de peuple, c'est le peuple qui décide. Si vous faites l'erreur et vous n'allez pas voter, et vous voyez peut-être Romuald Wadayi et puis Mariam Thiabi-Talata élus, ne venez pas dans 5 ans ou dans 10 ans dire oui, écoutez, nous on est dans 7 ans, voilà, dans 7 ans, ne venez pas dire nous on n'était pas sortis pour voter. Si vous ne sortez pas pour voter, vous allez assumer le choix. Merci Hugues-Hector Zogo, merci Stéphane Akinourossou. Oui, j'y suis arrivée.